Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Didier Gauzoin. Bonjour. Bonjour. Monsieur le ministre de l'économie du gouvernement bruxellois. Aujourd'hui, grand jour, on va en parler, budget, déclaration gouvernementale. Mais tout d'abord, le Docks Brussels, l'ouverture de ce grand shopping. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait plus de grands shopping ouverts comme ça à Bruxelles. Vous avez dit que vous étiez vigilant sur Docks Brussels. Qu'est-ce que ça veut dire être vigilant? Mais vigilant, ça veut dire qu'il faut quand même en étudier les impacts, notamment sur les autres centres commerciaux. Vous savez, je prends un projet qui a été négocié, c'est bien normal, sous les précédentes législatures. Mon rôle, ce sera de vérifier s'il n'y a pas des impacts négatifs sur d'autres centres commerciaux. Ça ne ferait alors que déplacer, je dirais, l'emploi et l'activité commerciale. Le grand pari de Docks, c'est d'aller chercher de la clientèle qui ne fréquentait pas les centres commerciaux bruxellois. Alors, vous dites que c'est effectivement les gouvernements précédents qui y ont travaillé. Ça veut dire que si le dossier était arrivé aujourd'hui sur la table du gouvernement, ça aurait été non? J'aurais travaillé autrement. Moi, je travaille maintenant à l'élaboration d'un schéma de développement commercial pour pouvoir gérer d'éventuelles nouvelles demandes qui iraient dans un sens de grands ou de petits centres commerciaux, de façon à ce qu'on puisse, dès le départ, en tout cas, prévoir les impacts futurs que pourraient avoir ces implantations. Aujourd'hui, on ne sait pas exactement quel impact. C'est la raison pour laquelle je vais demander à Trium de faire une étude sur terrain pour vérifier s'il y a des changements de comportement qui pourraient impacter négativement d'autres espaces commerciaux en région bruxelloise. Et si vous constatez cela, parce qu'on voit déjà qu'il y a des commerces qui ont quitté la rue de Want ou Laken pour venir au sein de Docks, si vous voyez qu'il y a des problèmes dans la région, même à Rue Neuve, qu'est-ce que vous ferez? Il faudra nécessairement qu'on réactive les centres commerciaux qui sont en danger. C'est ce que font déjà les promoteurs. Il faut savoir que le centre commercial de la Monnaie est en complète rénovation et qu'un projet est déposé sur City 2 pour rénover City 2. Donc on voit bien qu'il y a une tension aujourd'hui sur ce marché qui est somme toute un marché fermé. J'ai coutume de dire que c'est une illusion de croire que parce qu'on ouvre un centre commercial, on élargit le pouvoir d'achat des consommateurs. Si ça fonctionne, c'est parce que des consommateurs qui ne veulent jamais à Bruxelles viendraient aujourd'hui grâce à ces nouvelles infrastructures. Alors je vais vous poser la question sur Neo et Uplay, qui sont les deux autres projets qui existent, qui sont sur la table. Et ceux-là, alors est-ce qu'il faut les faire? Est-ce que Neo doit se faire? Neo et Uplay, les deux ne peuvent pas se faire en même temps. Donc il y en a des deux qui est superfétatoire. Quant à Neo, comme Uplay, ce sont aussi déjà des décisions qui ont été prises. Il y a déjà des engagements juridiques qui ont été pris sous la précédente législature. Un peu avant les élections, le précédent gouvernement a fait voter des textes de création de sociétés pour mettre en place Neo. Neo est déjà sur les rails. Donc pas moyen d'arrêter Neo. Et juridiquement, pas possible. Et Uplay, c'est le gouvernement flamand. C'est le gouvernement flamand. Ça, de toute façon, Neo et Uplay, il y en a un de deux de trop. Oui, enfin ça c'est un constat, mais les deux seront là. Mais moi, on voit bien l'absurdité de cette concurrence. Vous savez, moi je plaide depuis à peu près 40 ans sur le principe d'une coordination au niveau de la métropole. Aujourd'hui c'est difficile, il faut bien reconnaître que la Flandre n'est pas vraiment désireuse d'un dialogue avec Bruxelles. Mais bon, on doit continuer le combat. Alors vous avez visité hier Docks, quelle est votre impression de futurs consommateurs? D'abord, c'est un très bel ouvrage. C'est sûr que c'est un lieu qui va connaître un succès. C'est aussi un lieu intéressant en termes de revitalisation d'une zone qui était un peu, délaissée en région bruxelloise. C'est la zone du canal. Et donc, ça, ce sont des éléments positifs. Il faudra aussi être attentif aux aspects de mobilité qu'entraîne ce type d'infrastructure. Et alors, en termes d'emploi, on avait parlé au départ de 1200 emplois. Finalement, on se retrouve avec 600 emplois nouveaux. Oui, un peu déçu? Les intentions sont toujours à la hausse, mais ça, je suis habitué à cela. Ce qui est essentiel, c'est qu'aujourd'hui, on a vraiment fait un bon partenariat avec Actiris et qu'on est assuré en tout état de cause que les emplois créés sont très majoritairement des emplois pour les Bruxellois. Et ça, c'est quand même neuf dans la démarche. Auparavant, il y avait des infrastructures économiques qui se créaient sans avoir cette contrepartie d'emplois bruxellois. Aujourd'hui, on l'a à Docks Bruxelles. On n'en connaît pas encore la proportion?
des emplois bruxellois? Non, mais enfin, Actiris a quand même activé près de 490 personnes, Sur les 600. Ce qui est quand même pas mal en termes de proportion de Bruxellois et non Bruxellois. Il ne faut pas non plus rêver qu'on va avoir 100%, hein, on est une économie ouverte. Alors parlons du CETA, autre sujet économique. Les Belges francophones ont l'air d'être un peu seuls contre l'Europe et contre le Canada. Alors comment est-ce qu'on peut sortir de la crise? Et je voudrais que vous réagissiez à ce que Geert Bourgeois, le numéro 1 flamand, a dit ce matin. Il parlait du PS, il ne parlait pas de défi, mais il parlait du PS. Il dit le PS préfère livrer des armes en Arabie Saoudite que des pommes et des poires au Canada. Est-ce que tout ça est une question de libre-échange et de commerce? On est dans un libre-échange. Et sur le papier, moi, je suis favorable aux accords de libre-échange, mais pas n'importe comment. Est-ce qu'on doit reprocher à la manière dont on a négocié le CETA, c'est qu'au départ, il y a quelques années, l'ensemble des gouvernements en Belgique ont donné un mandat sans balise et sans condition à la Commission européenne. Et ça, c'est aujourd'hui, c'est ça le constat d'échec. On se rend compte que ce qui a été négocié n'est pas ce qu'on attendait. Et donc, je crois qu'à l'avenir, il faut donner des mandats, bien évidemment. Pas question que 28 pays partent en ordre dispersé, mais qu'on donne des mandats avec balises, avec des temps de pause pour voir où on en est. Aujourd'hui, ce n'est pas ainsi qu'on a travaillé et on se retrouve en fin de course avec quand même des dispositions qui sont inquiétante. On ne peut pas à la fois dire que la mondialisation, la finance internationale cause des dégâts et en même temps refuser qu'il y ait une forme de régulation de cette mondialisation et de cette finance internationale. Et c'est ce qui est au cœur du problème au niveau du CETA. Il y a des pans entiers de souveraineté qui nous échappent. Si on les laisse échapper, il ne faut pas alors regretter des restructurations comme on en connaît dans des grands groupes économiques. D'accord, mais alors pourquoi le gouvernement bruxellois ne dit pas la même chose que le gouvernement wallon? Pourquoi il se tait, le gouvernement bruxellois? Mais le gouvernement bruxellois ne se tait pas. Le gouvernement bruxellois s'aligne sur une décision qui a été prise par le Parlement bruxellois. Le Parlement bruxellois qui a demandé au gouvernement bruxellois de ne pas donner le mandat de signer le CETA. Et que je sache, nous sommes dans un état de droit et le gouvernement et doit répondre devant le Parlement. C'est le Parlement qui est souverain. Alors, ce qui se fait, c'est qu'on n'a pas médiatisé, mais ça, ce n'est pas le rôle des politiques, c'est le rôle des médias. On n'a pas relayé le fait que le Parlement bruxellois ait une position qui pouvait être analogue à celle du Parlement wallon. En tout cas, on ne sent pas la même pression sur le gouvernement bruxellois que celle qui existe sur le gouvernement wallon. Non, parce qu'il n'y a pas eu cette médiatisation, mais ça, ce n'est pas le reproche que l'on doit faire aux hommes politiques, pour une fois. Alors justement, cet après-midi, en matière d'hommes politiques, le ministre-président de la région bruxelloise va présenter le budget devant le Parlement bruxellois. Alors il sera en équilibre, dit-on, mais il y a quand même des enveloppes dégagées, des nouvelles enveloppes pour des dépenses. Alors, mobilité, ça c'est la grosse enveloppe, plus de 100 millions. Mobilité, on va enfin pouvoir travailler sur les tunnels, ce fameux dossier. Oui, d'abord, on a déjà travaillé sur les tunnels. Hein. Stéphanie était ouvert, on a réparé. Montgomery, il fallait le faire. Hein. Les gouvernements précédents l'avaient quand même un petit peu délaissé. Nous l'avons fait et on s'en serait bien passé. Hein. On s'en serait bien passé. Mais ce que je voudrais d'abord dire dans ce budget, c'est qu'il faut savoir que nous sommes dans une situation difficile. Quand j'entends au gouvernement fédéral que c'est merveilleux, la reprise est là, c'est faux. Les chiffres de recettes montrent que nous sommes en stagnation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'augmentation de recettes, il n'y a pas de croissance. Et donc ça, c'est de la responsabilité directe du fédéral. S'il n'y a pas de croissance, ça veut dire que le budget est difficile. Deuxième leçon, c'est que malgré la difficulté, vous avez vu qu'il n'y a pas eu de vaudeville et de claquement de porte en région bruxelloise. On a travaillé en personne responsable. En tout cas, vous ne l'avez pas médiatisé. Oui, parce que notre rôle n'est pas de faire du cinéma autour d'un acte aussi fondamental qu'est le budget. Et donc c'est un budget difficile où on doit faire un certain nombre de priorités. Et oui, nous devons trouver le moyen de financer les grands travaux d'infrastructure, que sont les tunnels et que sont le métro. Alors, mais quand même, on se rend compte qu'il y a quelques hausses. Par exemple, le précompte immobilier a augmenté en 2016. Qu'est-ce qui est prévu en échange pour les propriétaires, en échange de cette augmentation du précompte immobilier? Deux choses. Un, on a supprimé la taxe de 89 € qui frappait tous les ménages. Deuxièmement, chaque ménage bruxellois propriétaire recevra 120 € en 2016 et 120 en 2017. C'est la compensation. Et troisièmement,
on le verra aussi à la déclaration fiscale, il y a une diminution de 1,5% du taux d'impôt en région bruxelloise. Alors certes, il y a eu un tax shift, mais globalement, le bruxellois verra son pouvoir d'achat augmenter grâce à ces mesures. Alors, en matière d'économie, vos dossiers à vous, il y a de l'argent en plus pour les contrats d'insertion. Est-ce que ça va permettre de continuer à mettre davantage de Bruxellois et de jeunes Bruxellois au travail ? Il le faut, c'est la priorité. Et donc, oui, Rudy Vervoort l'a dit, comme les recettes n'augmentent pas, on doit faire des choix en interne et continuer des politiques qui sont essentielles et probablement en laisser d'autres en suspens. C'est ça la responsabilité du politique. Mais faire croire aux citoyens qu'on peut continuer à dépenser alors que les recettes n'augmentent pas, c'est faux. Un budget régional ne se fait pas autrement que le budget d'un ménage. On ne peut dépenser que ce que l'on a. Et il faut dire que, hélas, nous sommes en période de stagnation. Ça contredit le discours un peu euphorisant du Premier ministre. Malgré tout, votre budget est en équilibre, malgré la difficulté de recettes, comme vous l'expliquez. Mais qu'est-ce que vous allez laisser tomber comme des politiques que vous ne ferez plus ? Mais, par exemple, en matière de PME, oui. Il y aura des moyens nouveaux pour les PME. Mais évidemment, ça sera dans une réorganisation des aides à l'expansion économique antérieure. Donc certaines aides vont disparaître. On va retravailler des aides pour les adapter aux besoins nouveaux. Et on ne va pas faire comme on faisait auparavant, lorsqu'on croyait que l'argent coulait le long des murs, c'était rajouter une couche supplémentaire de lasagne. Non, il faut chaque fois faire l'évaluation et la critique des dispositifs antérieurs et peut-être en modifier certains, voire en supprimer pour mener de nouvelles politiques. C'est ça le rôle du politique. Le rôle du politique, c'est de faire avec l'argent qu'on a. C'est évidemment de rester juste et équitable et surtout de ne pas faire de show par rapport à ça parce que ce serait un peu indigne dans la situation de difficultés économiques que nous connaissons. Dernière question très courte. Pour le plan régional de développement durable, on prévoit de faire baisser la pression routière de 20%. Qu'est-ce qu'on va faire pour faire baisser la pression routière à le 411, à l'entrée de Bruxelles? Il faut réaménager cela en boulevard urbain. Moi, je dis ça depuis 10 ans. Évidemment, nous sommes coincés par le fait que nous attendons le RER depuis 25 ans. Mais il est certain que lorsque le RER sera en fonction, qu'il y aura des liaisons rapides, il n'y a pas de raison à ce moment-là que les nafteurs qui n'ont pas l'usage de leur automobile durant la journée continuent à vouloir rentrer dans cette ville en voiture. Et avec des parkings de dissuasion sur votre commune ? Mais les parkings de dissuasion, c'est en Flandre et en Wallonie qui doivent être près des gares RER. C'est là qu'ils doivent être pour permettre aux gens de rejoindre leur gare, de déposer leur voiture et d'aller à Bruxelles en train. C'est ça. La congestion automobile pénalise à raison de 500 millions par an l'économie bruxelloise. Merci Didier Gauzoin. Demain, vous retrouverez Stéphanie Meyer avec son invité. Ce sera Vincent De Wolf. Bonne journée, bonne soirée.